les flat tax, il faut que l'impôt redevienne plus progressif. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une injonction d'économistes anticapitalistes, mais bien au contraire, le conseil d'une institution internationale de renom, le Fonds monétaire international, le FMI, qui a lancé cette bombe en octobre dernier. Plusieurs autres rapports récents suggèrent également qu'il serait possible, voire souhaitable, de taxer davantage les plus riches pour réduire les inégalités sans nuire à la croissance économique. Se référant à plusieurs travaux d'économistes, le FMI constate que d'un point de vue de la pure théorie de la fiscalité, les taux marginaux d'imposition de la tranche supérieure des revenus pourraient être nettement plus élevés dans les pays de l'OCDE. Et ce, sans provoquer d'effets négatifs sur la croissance. Le FMI va donc à l'encontre de la tendance de ces dernières décennies qui ont vu les taux d'imposition des hauts revenus diminuer. Jugez plutôt, dans les pays de l'OCDE, le taux moyen des tranches supérieures a baissé de 65% à 32% entre 1981 et 2015. Certes, le FMI ne dit pas qu'il faut revenir à des niveaux proches de 100%, comme cela était le cas en Suède ou au Royaume-Uni lors des 30 Glorieuses, les années 50, 60 et 70, mais il estime qu'il y a de la marge. En tout état de cause, une plus grande progressivité de l'impôt réduirait les inégalités, à en croire un autre rapport, le rapport mondial sur les inégalités paru en décembre dernier. Il rappelle qu'aux États-Unis, la tranche haute d'imposition sur le revenu a été réduite de 33 points de pourcentage entre le début des années 70 et 2010. Or, sur la même période, les revenus des 1% les plus riches ont augmenté de près de 10 points de pourcentage. À titre de comparaison, en Suisse, en Espagne ou en Allemagne, des pays où la tranche haute d'imposition a peu évolué, les revenus des 1% les plus riches sont restés quasi stables. Autre point intéressant, la progressivité de l'impôt ne réduit pas seulement l'inégalité après impôt, elle la réduit aussi avant, puisqu'elle décourage les dirigeants les mieux rémunérés de capter une part encore plus grande de la richesse créée par leur entreprise. Autre élément crucial à prendre en compte, une taxation progressive des revenus du travail doit aller de pair avec une taxation accrue des revenus du capital, qui sont plus inégalement répartis. Sans quoi il sera difficile de protéger la progressivité globale du système de l'impôt sur le revenu. Mais dans une économie mondialisée comme la nôtre, taxer les revenus du capital, c'est évidemment très compliqué. Une alternative consisterait donc à taxer davantage les richesses, comme les biens immobiliers et surtout les successions. Cela pourra notamment être très utile dans des pays comme la Chine, l'Inde, la Russie ou le Brésil, hyper peuplés, très inégalitaires et où il n'y a quasiment pas de taxe sur l'héritage. Mais évidemment, sur le plan politique, créer une fiscalité plus redistributive sera très difficile à mettre en œuvre. Pour ce faire, c'est une véritable révolution des mentalités qu'il faudrait opérer, de la même ampleur que la révolution de la pensée économique menée avec succès par Ronald Reagan et Margaret Thatcher à partir des années 80, celle-là même qui a sapé les bases du consentement à l'impôt. Pourtant, rappelons que pendant les 30 Glorieuses, la tranche supérieure d'imposition sur le revenu était par exemple de 94% aux États-Unis et de 98% en Grande-Bretagne. Des niveaux très élevés qui ne choquaient ni les décideurs, ni l'opinion publique et qui n'ont pas entravé la croissance économique, loin de là. Bref, stimuler la croissance en réduisant les inégalités par l'impôt, voilà une vieille idée qui a peut-être de l'avenir.